Merci, Monsieur le Président. Et merci pour cette introduction. Et je me permets d'ajouter qu'en fait, mon exposé relève plus de votre académie, de l'Académie des sciences, pour des raisons qui vont devenir claires. Donc je suis tout à fait heureux que vous présidiez cette séance. En effet, parce que quand on m'a demandé ce sujet, en fait, on m'a demandé de traiter un thème qui est antérieur à l'âge de la Terre lui-même, qui est de savoir quel est le sens que l'on doit donner à l'âge de la Terre et comment même cette notion d'âge de la Terre peut-elle avoir été avancée. Parce que aujourd'hui, évidemment, vous l'avez dit, même si apparemment peu de personnes connaissent l'âge de la Terre, tout le monde, je pense, sait qu'elle a un âge. Or, l'idée est en fait assez récente. Dans l'histoire de l'humanité, on peut même dire qu'elle est tout à fait récente et que jusqu'au début du christianisme, cette notion simple d'âge de la Terre et de création était totalement absurde. Donc c'est ce point-là que je vais traiter. Je vais essayer de vous expliquer comment ces notions ont été dégagées et comment elles ont donné naissance aux premières chronologies qui ont été valides qui ont été, je dirais, activement poursuivies pendant plus de 15 siècles. Donc, et d'autre part, aujourd'hui, chacun sait que la Terre n'est pas l'univers et que donc l'âge de la Terre est nécessairement inférieur à l'âge de l'univers. Le contraire poserait quelques problèmes. Et évidemment, ça nécessite aussi de sortir du cadre géocentrique dans lequel le système solaire le monde est constitué de ce qui est aujourd'hui le système solaire, à la différence près que c'est la Terre qui est au centre. Donc, le point fondamental, c'est que l'expérience courante, d'ailleurs, j'ai oublié le point que je venais de dire avait été très bien résumé par le philosophe latin Boès au VIe siècle, pour résumer, car rien ne naît de rien. La notion de création, et en particulier celle de création ex nihilo que je vais discuter, suppose que, évidemment, rien de rien. C'est l'opinion vraie. Boès était chrétien, c'est la raison pour laquelle il la défend, à laquelle aucun des anciens n'a jamais marqué d'opposition, bien qu'il lui ait appliqué non pas au principe créateur, mais à la matière qui lui est assujettie. Cette idée dont il faisait, si l'on peut dire, une sorte de fondement de toute philosophie de la nature. Donc le simple fait qu'on puisse créer de la matière était une absurdité totale. Et d'autre part, le corollaire de cette absence de création, c'est le fait que la vie du monde est réglée par des cycles. Et l'idée était aussi unanimement acceptée, comme le païen platonicien Cels le résuma au IIe siècle dans son discours vrai. Les choses roulent sempiternellement dans le même cercle, et partant qu'il est nécessaire que, suivant l'ordre immuable des cycles, ce qui a été, ce qui est et ce qui sera soit toujours de même. Donc là encore, une claire contradiction avec ce qu'on sait aujourd'hui. Donc en fait, mon sujet, ça va être plutôt un exposé de théologie, plutôt que de science. Il n'y aura absolument aucune équation. Et je vais essayer de vous expliquer comment ces considérations théologiques ont donné naissance à la notion de création et d'âge. Alors, comme chacun le sait, la vie à la surface de la Terre est rythmée par des saisons, par des cycles. En ce moment, nous sommes en hiver, il fait froid, l'été il fait chaud, l'hiver va revenir, l'été reviendra. Et ça se produit à toutes les échelles et tous les jours. Et en particulier, tous les jours, on voit que les étoiles fixes parcourent un cercle en 24 heures autour de l'étoile polaire qui est ici. Et la notion de cycle est évidemment extrêmement ancienne. Et Homère le résumait très bien dans l'Iliade. Toutes les générations des feuilles, telles celles des hommes. Les feuilles, il en est que le vent répand à terre, mais la cive luxuriante en pousse d'autres et survient la saison du printemps. De même, les générations des hommes, l'une pousse, l'autre s'achève. Donc c'est cette conception du temps cyclique que Cels défendait. Et dans la mesure où l'histoire n'est qu'un éternel recommencement, non pas nécessairement des mêmes événements, mais d'événements semblables, eh bien, il ne peut pas y avoir d'histoire, il ne peut pas y avoir d'évolution. Tout n'est un éternel recommencement. Comme l'a très bien résumé Mircea Eliade dans son livre classique « Le mythe de l'éternel retour », tout recommence à son début à chaque instant. Le passé n'est que la préfiguration du futur. Aucun événement n'est irréversible et aucune transformation n'est définitive. Dans un certain sens, on peut même dire qu'il ne se produit rien de neuf dans le monde, car tout n'est que la répétition des mêmes archétypes primordiaux. Alors, à ces idées, voilà ce que Mircea Eliade décrivait, c'est des idées qu'on pourrait appeler un peu primitives. La philosophie grecque a donné un fondement solide, théorique extrêmement solide, et en particulier sous la plume d'Aristote, et dans ses divers ouvrages de philosophie naturelle,
Aristote a bien expliqué qu'il ne pouvait pas y avoir de mouvement spontané. Bon, il ne peut pas y avoir de mouvement sans temps, et c'est d'ailleurs le mouvement des astres qui définit et cadence le temps, et donc le temps et le mouvement sont nécessairement éternels. Il le décrit ainsi, par exemple, dans Du ciel. Ainsi donc, le ciel, pris dans sa totalité, n'a pas eu de naissance et ne peut pas périr, malgré ce qu'en disent certains philosophes, mais il est unique et éternel, sa durée totale n'a pas eu de commencement et n'aura pas de fin. Au contraire, il contient et embrasse en lui-même l'infinité du temps. Alors, quand il décrit l'histoire de la Terre, enfin plutôt l'activité naturelle de la Terre dans les météorologiques, dans le même esprit, il écrit « Si la mer abandonne certains endroits et en avie d'autres, il est évident que sur toute l'étendue de la Terre, ce ne sont pas toujours les mêmes endroits qui sont mer et continents, et que tout change avec le temps. Donc, grosso modo, tout change pour que rien ne change. On connaît bien, on sait bien que l'érosion se produit, que des choses, un volcan va apparaître par-ci, par-là, mais in fine, ce qui disparaît à un endroit réapparaît de l'autre, ce qui fait qu'à l'échelle globale, il ne se passe rien. Et Aristote pousse même cette infinitude du temps et ces récurrences éternelles à l'activité humaine. Il imagine que diverses civilisations se sont établies et ont disparu, et que dans ce cadre, ce n'est pas une fois, ni deux, mais un nombre infini de fois, sachons-le bien, que les mêmes opinions reviennent jusqu'à nous. Donc là, j'ai souligné le péripatétisme, parce que c'était l'école dans laquelle ces idées ont été le plus, je dirais, complètement discutées. Mais cette éternité, on la retrouve défendue par toutes les écoles. À une petite exception près pour les platoniciens, qui ne défendaient que l'éternité de la matière. Mais ici, dans ce petit tableau qui résume en particulier les oppositions entre les atomistes et les autres écoles grecques, on voit bien que la matière est toujours éternelle. Alors, chez les atomistes, elle est discontinue avec du vide. Chez les autres écoles grecques, elle est continue sans vide. Bon, le mouvement, dans un cas, est aléatoire pour les atomistes et est soumis à dessin dans l'autre, et que l'univers est infini, non limité à notre cosmos pour les atomistes, mais éternellement en révolution, avec un cosmos qui se renouvelle de façon perpétuelle. Alors que chez les autres écoles, à l'exception des platoniciens pour qui le monde est créé, mais à partir d'une matière éternelle, l'activité du monde est soit éternelle ou cyclique. Donc cette notion de création de matière par un être immatériel, qui est au cœur de la doctrine chrétienne, est d'une absurdité totale. Et comme je l'ai dit, cette notion d'âge et d'histoire de la Terre le sont également. Donc ce cadre, je dirais, ancien, qui a prédominé, qui a dominé dans toute la philosophie grecque, qui a exercé par ailleurs une très grande influence en islam, où on le retrouve chez tous les plus grands philosophes arabes, que ce soit Averroès, que ce soit Avicenne, Touzi, Surawardi et d'autres, eh bien, ce cadre en fait disparaît avec le christianisme, avec la double question de la création ex nihilo et de la chronologie. Alors, au début, d'ailleurs, ces questions étaient totalement étrangères aux chrétiens. Il ne faut pas oublier que le christianisme était au départ un culte de prolétaires, de gens considérés avec beaucoup de mépris par l'élite de l'époque, et que la doctrine chrétienne s'est constituée très très lentement. En particulier, le dogme de la création ex nihilo n'a vraiment été adopté qu'au IVe siècle. Donc c'est une évolution très longue, dont ici je ne vais mentionner que quelques jalons. Et l'origine, et je me bornerai à signaler que l'origine du questionnement chrétien est venue des controverses qui se produisaient au IIe siècle avec les gnostiques. Le grand problème qui se pose, je dirais, à la philosophie depuis ses origines, c'est comment et pourquoi le mal est-il possible ? À cette question, les gnostiques avaient trouvé une réponse qui était simple. Le cosmos était donc mauvais. Comme Dieu était bon, il n'avait pas pu être créé par un Dieu bon. C'était une impossibilité totale. Donc on devait imaginer que ce cosmos avait été créé par des êtres célestes, créés par Dieu, mais qui s'étaient révoltés contre lui. Bon, cette réponse était évidemment totalement inacceptable pour les chrétiens, qui ont, à ce moment-là, donné lieu à la première réflexion philosophique originale sur la question. Alors on peut dire, oui, mais certes, il suffit de lire la Bible, on voit bien que le livre de la Genèse commence par le récit de la création. Et donc on peut penser que les chrétiens auraient pu se tourner vers la tradition juive pour trouver la réponse à leur question. Alors le problème, c'est que en fait, les juifs s'étaient très très peu intéressés à cette question, parce qu'ils s'étaient focalisés non pas du tout sur le problème de la création, mais sur le problème plutôt du fait de la présence de Yahvé et de l'alliance que Yahvé avait conclue avec son peuple. Tout le reste était passé, je dirais, à l'arrière-plan. Donc,
La réflexion chrétienne prend vraiment son début au IIe siècle, avec divers auteurs, dont Justin Martyr, qui avait un parcours intéressant parce que il avait s'était d'abord, je dirais, initié à toutes les philosophies grecques. Il n'avait pas trouvé réponse aux questions qui se posaient et il avait fini fortuitement par rencontrer un chrétien qui l'avait converti. Et donc, Justin Martyr, comme son nom l'indique, il est mort martyr vers l'an 165, a été le premier, à notre connaissance, à dire que Dieu, au commencement, parce qu'il est bon, d'une matière informe, il a créé toute chose à cause des hommes. Donc le Dieu bon avait besoin d'avoir créé la terre pour le bien des hommes. On remarquera que l'évolution, ici, plutôt Justin Martyr, ne dit pas grand-chose de la matière à partir de laquelle Dieu a créé le monde. Et cette question, elle est abordée par un autre apologiste du IIe siècle, Tatien, assyrien de naissance, dans son discours aux Grecs, pour qui la matière n'ayant pas la même puissance que Dieu ne peut pas être un principe, contrairement à ce que supposaient les Grecs, et qu'elle n'a pu être créée que par le Créateur de l'univers, avant d'être mise en forme par le Logos divin pour produire la création que nous voyons. Un degré de plus a été parcouru par Théophile d'Antioche dans ses lettres à Autolycus, peu après, en disant « Un artisan humain, quand on lui donne un matériau, en fait tout ce qu'il veut. » Donc, en d'autres termes, le démiurge de Platon qui crée le monde à partir d'une manière préexistante n'est pas un vrai Dieu, c'est juste un artisan. Tandis que la puissance de Dieu se montre précisément quand il part du néant pour faire tout ce qu'il veut. Donc cette notion de création ex nihilo, elle est directement liée à l'idée que se faisaient les premiers chrétiens de l'unité de Dieu, de sa toute-puissance absolue et de sa liberté illimitée. Alors, Tertullien, dans un dialogue extrêmement intéressant qui s'appelle Hermogène, donc Tertullien c'était un autre apologiste d'origine berbère du début du IIIe siècle, imagine un dialogue entre la matière incréée s'adressant à Dieu. Et il lui dit « Moi aussi je suis la première, moi aussi j'ai précédé toutes les choses, moi aussi je suis la source de toutes les choses. Nous étions égaux, nous existions ensemble, tous les deux, sans début ni fin, tous les deux, sans auteur ni Dieu. Qui peut me soumettre à un Dieu contemporain et coexistant? Si c'est parce qu'il s'appelle Dieu, moi aussi j'ai mon propre nom, à moins que je ne sois Dieu et lui la matière, puisque nous sommes tous les deux ce qu'est l'un d'entre nous. » Donc voilà l'esprit des polémiques de l'époque, et qui ont permis donc à cette notion d'une absurdité totale de s'imposer peu à peu et de devenir un des dogmes de l'Église catholique. Alors par ailleurs, Tertullien note aussi que selon les Écritures, le monde retournerait au néant et à la fin des temps. Donc une matière éternelle, évidemment, ne pouvait pas retourner au néant, donc ça confirmait le fait que la matière avait été créée et que donc tout ce qui a été tiré du néant retourne au néant. Donc voilà le point de départ du raisonnement chrétien, et on remarquera que dans toute cette argumentation, l'Écriture en fait joue très peu de rôle. On n'y a pas affaire, on n'a pas référence à des textes bibliques. Alors, dans ce cadre où effectivement la création divine est quelque chose qui a existé, à ce moment-là vient se greffer trois éléments extrêmement importants. La nativité, pour que le Messie vienne sur terre pour que s'accomplissent les Écritures, donc l'incarnation de Dieu sur terre, peut-être à la suite sa passion, événement capital, puisque le Christ n'est pas un prophète. Les prophètes, on sait qu'ils se succèdent les uns aux autres, et on peut en imaginer autant qu'on le veut. Mais en revanche, Dieu, se faisant homme, n'est pas un prophète, et sa passion est nécessairement un événement unique, parce qu'il est une absurdité totale de considérer que le Christ a raté sa mission et qu'il va devoir se réincarner une deuxième fois pour subir une deuxième fois sa passion. Et puis, ensuite, la troisième chose, c'est qu'on a la perspective du jugement dernier, qui est inscrite dans les Écritures. Et donc, avec ces trois éléments, le temps cesse d'être cyclique et devient linéaire. Donc, c'est une innovation capitale des chrétiens. Et ce rejet des cycles, il devient explicite, en particulier sous la plume de saint Augustin, qui écrit dans La Cité de Dieu « Les impies marcheront en cercle, non que leur vie doive tourner et retourner dans les cercles de leur invention, mais que telle est la voie où ils s'égarent, c'est-à-dire leur doctrine mensongère. »
Donc, ce rejet complet des cycles et des récurrences éternelles des mêmes phénomènes disparaît complètement. Au début de notre ère, donc, le christianisme émerge. Il se trouve évidemment pris dans des controverses religieuses avec les païens, leurs différentes écoles, avec les juifs aussi, avec bien d'autres cultes qui se rencontrent dans l'Empire romain. Et un argument, plutôt, une des origines de la chronologie, c'est en fait ces rivalités religieuses. Et comme aujourd'hui, d'ailleurs, un commerçant va pouvoir dire la maison créée en 1822, eh bien, à l'époque, l'ancienneté était garante d'authenticité. Et Tertullien, le même, écrit en particulier, ce qui donne l'autorité aux Écritures, c'est leur antiquité très haute. Alors, non seulement les chrétiens ne rejettent pas la tradition juive, mais ils se l'approprient, parce que par la tradition juive, ils s'approprient l'Ancien Testament, et en particulier toute la généalogie qui part d'Adam et Ève pour arriver jusqu'à leur époque. Et alors, c'est autre ingrédient extrêmement important, le début de la Bible, le début de la Torah, le récit de la Genèse, les livres du Pentateuque, qu'on suppose avoir été écrits par Moïse, décrivent justement cette succession de générations sur laquelle viennent se greffer un certain nombre d'événements et qui permettent d'établir une chronologie. Alors, les Juifs s'étaient déjà essayé à cet exercice pour montrer que Moïse était antérieur à tous les philosophes grecs, les plus grands, et les chrétiens, évidemment, ont marché sur leurs pas. Et donc, dès le IIe siècle, divers essais sont faits. On voit Jules l'Africain, Tatien, Justin Martyr, exactement les mêmes apologistes, pour la même raison. Et en particulier, Théophile d'Antioche, écrit à la fin du IIe siècle, à la mort de l'empereur Aurelius Verus en 169, la création du monde, telle que l'a consigné le serviteur de Dieu Moïse sous l'inspiration du Saint-Esprit, remontait à 5695 ans. Et Théophile est soucieux de précision et il ajoute sans compter les mois et les jours, parce qu'il est conscient des incertitudes que comporte son calcul. Pardon. Chose très importante, c'est qu'avec le Pentateuque, l'histoire humaine se confond avec l'histoire de la Terre. Les deux ne sont pas disjoints, puisque l'homme est créé le sixième jour. Donc, même si la notion, le sens qu'il faut accorder au juge de la création, au jour de la création, est un problème qui fait débat, le fait est que c'est une affaire d'une durée finie entre le début de la création et la fin. Alors, de ça, les chrétiens savent très bien, et là l'idée n'est pas nouvelle, qu'il ne peut pas y avoir d'histoire s'il n'y a pas de date. C'est ce que dans chaque civilisation, on avait des chronologies qui se rapportaient en général au règne des souverains, mais qui étaient restreintes à chaque civilisation, chaque régime. Là, la différence, c'est que l'année de la création, l'annus mundi, devient le point de départ de l'ère mondiale, et donc de l'ère mondiale où cette histoire de l'homme et de la nature sont confondues. On peut même aller plus loin, je ne vais pas décrire en détail tout ce travail chronologique qui a été extrêmement important. Et chose intéressante pour nos propos, c'est que les considérations qu'on pourrait qualifier scientifiques viennent se greffer dans cette recherche, en particulier les arguments astronomiques. Suivant une longue tradition, il était logique de penser que la création avait eu lieu à l'équinoxe de printemps, qui avait toujours été considéré comme le moment le plus noble des cycles astronomiques, et que la création avait été suivie 15 jours après par l'apparition de la Lune. Or, on savait que la Passion du Christ avait eu lieu le jour de Pâques, la Pâque juive, donc c'était le 14 Nissan, le jour de la pleine Lune, et on connaissait aussi déjà très bien tous les cycles lunisolaires, par lesquels, en particulier, en 19 ans, se produisent quasiment 235 lunaisons. Donc l'idée, c'était, connaissant l'année de la Passion du Christ, de savoir, en utilisant ce genre de cycle, à quelle année on pouvait remonter pour arriver à la création. Et à Byzance en particulier, on a déterminé qu'il s'était écoulé 5509 ans entre la création et la Passion. Et cette ère mondiale byzantine a été en vigueur à Byzance jusqu'à la chute de Constantinople en 1453 et encore été utilisée un temps après en Russie.
Alors, le principal nom qu'il faut noter dans ces recherches, c'est celui d'Eusèbe, évêque de Césarée, au début du IVe siècle, un auteur également connu surtout connu par son histoire ecclésiastique, le premier historien du christianisme. Et Eusèbe de Césarée est le véritable fondateur de la chronologie. Son idée était de partir de toutes les chronologies qu'il avait pu consulter dans les bibliothèques de Palestine, de Césarée en particulier. Donc il avait consulté celle des... j'ai pas écrit ça. Bon, peu importe. Ah oui, voilà. Chaldéenne, assyrienne, mède, perse, hébraïque, égyptienne, athénienne, corinthienne, latine, j'en passe. Et il avait eu l'idée tout à fait remarquable de dire j'ai placé les durées de ces différents règnes les unes à côté des autres et compté les années de chacune de ces nations dans la mesure où elles étaient contemporaines les unes des autres, adoptant ainsi une chronologie scrupuleuse. Le fond de la question, c'était d'utiliser tous les liens communs entre ces différentes chronologies pour les caler les unes par rapport aux autres et établir une chronologie universelle. Alors, pour ne citer que deux exemples, il est remarqué que la fondation de Rome avait eu lieu lors de la première année de la 7e Olympiade. Donc, comme ça, on pouvait caler la chronologie romaine avec la chronologie grecque, ou que le début de la construction du deuxième temple de Jérusalem avait eu lieu la deuxième année du règne de Darius, en 521. Et donc, de proche en proche, sous forme d'un très grand tableau synchronique, Eusèbe de Césarée a obtenu la première chronologie universelle. Et par ailleurs, chose que j'ai découvert un peu fortuitement tout à fait récemment, c'était aussi à Eusèbe qu'on doit faire le premier rapprochement précis entre l'histoire naturelle et l'histoire humaine. Parce que dans ses canons chronologiques, il écrit « Alors que nous écrivons cette chronique, nous avons été informés que le déluge s'éleva au-dessus des plus hautes montagnes, un témoignage contemporain de première main sur la vérité du récit biblique. De nos jours, des poissons ont été découverts au haut du mont Liban. Pendant que des roches étaient extraites pour des constructions dans la vallée, il se trouve que divers types de poissons ont été mis au jour, pressés dans de la vase. Ceux-ci ont été préservés jusqu'à présent, fournissant ainsi une indication que la vieille histoire du déluge est crédible. » Donc c'est la toute première mention du fait que les fossiles que l'on trouve en abondance à la surface de la Terre, ce sont des vestiges du déluge. Et d'autre part, on a, en remontant à une période pour laquelle on n'avait pas d'autres documents, une attestation de contemporanéité entre un événement ayant affecté l'homme, à savoir le déluge, et ce qu'on trouve dans la nature, les fossiles. Donc je disais tout à l'heure que ces chronologies dites mosaïques, parce qu'elles étaient tirées du Pentateuque, un livre qu'on attribuait à Moïse, elles ont été acceptées grosso modo jusqu'au XVIIIe siècle. Et un directeur de l'Académie des sciences de Berlin, Alphonse de Vignoles, écrivit en 1738 dans sa chronologie de l'histoire sainte « J'ai recueilli moi-même plus de 200 calculs différents, dont le plus court ne compte que 3483 ans depuis la création du monde jusqu'à Jésus-Christ, et le plus long en compte 6984. » Justement, la remarque que vous faisiez sur le... Si on fait des statistiques là-dessus, on voit bien que la radiochronologie est très nettement minoritaire. Alors, une chose dont les chronologistes se sont rendus compte très vite, c'est qu'en fait, on obtenait des résultats significativement différents selon qu'on utilisait la Vulgate, à savoir la traduction latine de la Bible faite par Saint Jérôme, ou les Septante, la traduction faite à Alexandrie, la traduction grecque de la Bible faite à Alexandrie dans la communauté juive de la ville. Et qu'en particulier sur la Vulgate, on voit qu'on a des âges qui tournent autour de 4000 années. Ici, Bède le Vénérable, Scaliger, un des plus grands humanistes de la Renaissance, Hucher, très célèbre parce que c'est toujours à lui qu'on fait référence pour ses chronologies mosaïques, le père Petot, 1984, un jésuite, Riccioli, et Newton, comme on va le voir, 3990. Et sur les Septante, Théophile d'Antioche, 5195, Eusèbe, 5199, Isidore de Séville, qui reprenait en fait les calculs de ses prédécesseurs, 5233, les célèbres tables astronomiques alphonsines au XIIIe siècle, 6934, et Riccioli, le même, 6534. Donc ici, je vais m'arrêter juste à Newton. Et comme chacun sait, Newton a passé plus de temps à s'adonner à l'alchimie, à l'exégèse biblique qu'à la physique. Et il a en particulier publié en 1728 un livre qui s'appelait « La chronologie des anciens royaumes corrigés ». Donc l'idée de Newton, dans l'esprit de ses prédécesseurs qui avaient eu l'idée d'utiliser les cycles unisolaires
pour améliorer la précision de l'Annus Mundi était de tenir compte d'une de ces grandes découvertes qui était l'application de la théorie de la gravitation à la précession des équinoxes. Alors, je ne rentre pas dans les détails, je mentionne juste un passage du livre de Newton pour illustrer le style dans lequel il écrivait cet ouvrage. Je mets le retour des Héraclides environ 340 ans avant la bataille des Thermopyles. Je place la prise de Troie 80 ans avant ce retour, suivant Thucydide. Je mets l'expédition des Argonautes une génération avant la guerre de Troie et les guerres de Sésostris contre les Thraces et la mort d'Ino, fille de Cadmus, une génération avant cette expédition. Et au total, il rajeunit la Terre de 500 ans. Alors, comme le disait Alphonse de Vignoles, ces différences de 4000 à 6000 ans perturbaient beaucoup les érudits de la période. Et le cistérien Paul Pézeron, donc à la fin du XVIIe siècle, écrit « Le temps qui consume toute chose et qui semble vouloir tout mettre dans un oubli éternel a presque ravi à l'homme la connaissance de sa durée et de son antiquité. Cela est si vrai qu'après tous les soins qu'on a pris de nos jours pour découvrir son étendue et pour savoir combien de siècles se sont écoulés depuis l'origine du monde jusqu'à la venue du Messie, non seulement l'on n'a point trouvé la vérité, l'on s'en est même beaucoup éloigné. » Donc voilà un constat tout à fait désabusé fait au XVIIe siècle. Et, chose intéressante, c'est justement l'époque où la géologie, qui n'a pas encore adopté ce nom, apparaît. L'antiquité de la Terre est peu à peu reconnue. L'importance du problème des fossiles, en particulier, est établie. Et la question qui se pose, quelle est l'origine de ces vestiges animaux? Sont-ce ce qu'on a appelé des jeux de la nature, à savoir les pétrifications qui contrefaisaient les véritables organismes, ou est-ce plutôt les dépôts du déluge? Donc, ça a été un des grands débats de l'époque. Et la chose particulièrement importante pour nos propos, c'est qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, c'est à partir des fossiles qu'on a établi la première chronologie, je dirais rigoureuse, de l'histoire de la Terre. Et cette chronologie a pu être établie parce qu'on a démontré que les espèces n'étaient pas éternelles, mais disparaissaient. Donc elles apparaissaient et disparaissaient. Et que donc, pour faire de la chronologie, il fallait s'intéresser aux espèces qui avaient vécu le moins de temps possible à la surface de la Terre et qu'on trouvait dispersées à la surface de la Terre. Et chose extrêmement intéressante, les géologues de l'époque, pour établir les corrélations entre les fossiles qu'on trouvait dans les différents endroits de la Terre, ont utilisé exactement les méthodes mises au point par EZ 1500 ans plus tôt, à savoir établir des corrélations à partir d'événements communs. Et d'autre part, j'ai fini justement, cette similitude formelle entre l'histoire humaine et l'histoire naturelle a tout à fait frappé les scientifiques et les naturalistes du XVIIe et XVIIIe siècle. Dans les deux cas, que cherchait-on à faire? À écrire une histoire à partir des vestiges qu'on en avait, donc les fossiles, les roches, tout ce qu'on voit à la surface de la Terre d'un côté, et les manuscrits qui avaient été transmis, perdus, transmis partiellement, abîmés, etc. Et donc, comment peut-on écrire une histoire à partir de vestiges du passé incomplets et dégradés en munissant cette histoire d'une chronologie? Voilà, c'est terminé, merci. Merci pour ce très bel exposé. On va passer aux questions. On peut se donner une dizaine de minutes pour ça. Donc, voilà, donc monsieur pour commencer, Karine Chemla ensuite. Je suis un petit peu surpris qu'il n'y ait aucune allusion aux traditions hindoues, chinoises, nordiques. C'est très, très localisé, votre historique. Oui, parce que, bon, alors, d'une part, vous avez raison. D'un autre, on a le temps, les compétences dont on dispose sont nécessairement limitées. Et je me suis focalisé naturellement sur ce qui a joué dans l'histoire, je dirais, de la science telle qu'on l'a fait aujourd'hui. Donc la perspective est biaisée, c'est l'histoire des vainqueurs que l'on raconte, et on ne peut pas tenir compte de... Si on part dans les débats mythologiques, on n'en finit plus. Et la raison, c'est que, en particulier, les mythologies hindoues n'a eu, à ma connaissance, absolument aucune incidence sur la façon dont les chronologies que nous discutons aujourd'hui ont été développées. Oui, Karine Chemla. Oui, je voulais introduire un ordre de considération. Vous avez parlé de l'émergence
de la notion d'âge de la Terre. Pensez-vous qu'il y ait une notion ou des notions d'âge de la Terre? Peut-on véritablement parler d'une unique émergence de cette notion? Oui, alors, bon, parler de l'âge de la Terre, on peut dire, c'est, quel est l'âge d'un bébé? Est-ce le moment où l'accouchement, les premiers signes d'accouchement, la maman perd les os, ou celui où le cordon est coupé? Non, je veux dire, il y a... Oui, non, à vrai dire, ma question, c'était plutôt, est-ce que la notion d'âge de la Terre est la même si l'on pense à l'âge de la Terre sous la forme à la Terre sous la forme de quelque chose qui a été créé ex nihilo, ou si on le pense comme on le discutera par la suite. Est-ce que c'est véritablement la même notion ou est-ce que ce sont des notions différentes? Alors, pour la période que j'ai traitée, c'est la même, certainement. À la différence près des 6 jours de la création. Là encore, on retombe sur le débat. Et alors là, je vais m'aventurer sur le... Je ne voudrais pas empiéter sur ce que va dire Hubert tout à l'heure. Après ça, on sait bien qu'aujourd'hui, la création de la Terre ne s'est pas faite en une pichenette. Il y a un intervalle de temps. Et d'ailleurs, les géochimistes travaillent, ont des outils pour faire une chronologie de plus en plus fine et essayer de comprendre comment les choses se sont passées. Mais là, le point dont on parle, Sam, merci de poser la question, ça m'amène à préciser quelque chose. Ces chronologies mosaïques ont tendance, je dirais, à faire sourire de nos jours. C'est complètement idiot, parce que vous êtes mathématicienne, donc il faut savoir que 5000 ans par rapport à 5 milliards, c'est la même chose vis-à-vis de l'infini. Le point important, c'est la finitude de l'âge. Et donc, c'est ces notions qui ont conduit, ça a été, je dirais, l'étape indispensable pour passer de ces descriptions qui nous paraissent naïves aujourd'hui à celles que nous fournissent la géochimie. Votre exposé m'a déstabilisé parce que le début, c'est que vous avez parlé de la création de la matière. Et les physiciens, est-ce qu'ils se posent la question de l'âge de la matière? Alors là, il faut trouver un physicien dans la salle. Bon, enfin, on peut partir du Big Bang, etc. Oui. C'est la question du Big Bang que tu poses, en quelque sorte. Oui, je dirais naïvement, je laisse les gens plus compétents que moi. Pardonnez-moi, merci monsieur. On continue avec madame, c'est une question extrêmement basique parce que je ne suis pas du tout physicienne. Mais vous dites que l'âge de la Terre, on a pu l'évaluer grâce aux fossiles. Est-ce que j'ai bien compris? Non. J'ai dit on a établi des chronologies. Oh, pardon, excusez-moi. Oui. On a établi des chronologies grâce aux fossiles, et ces chronologies étaient relatives. On n'avait aucune idée du temps qu'il avait fallu pour passer d'une espèce à l'autre. Ah. Mais ça, en réalité, comment, alors je vais choquer les physiciens, mais comment peut-on avoir une idée de l'âge de l'univers? Comment ça, monsieur, quand même? C'est la physique? C'est grâce à la physique? Grâce à la physique. Merci. Aujourd'hui, oui, à ma connaissance, c'est la seule façon de... C'est les physiciens qui sont... Ce n'est pas un géologue qui va répondre à cette question. En fait, on n'en sait rien, madame. Je suis physicienne, je suis relativiste. Pardon. Oui, je voulais dire que je suis physicienne et relativiste. Et en fait, la notion de Big Bang, c'est une notion mathématique et elle n'a pas de réalité physique à proprement parler établie. Donc, je veux dire, il y a plusieurs notions sur l'évolution de l'univers et il y a plusieurs théories dont certaines sont en contradiction avec la notion d'âge de l'univers. Oui, moi, je vais intervenir quand même. Je pense quand même qu'on a une idée de l'âge de l'univers autour de 13 milliards d'années, 13,8 milliards d'années. Bon, ensuite, les premiers instants, c'est là que ça pose, que se trouve le problème. C'est là. Mais quand même, il y a cette idée-là et il y a des indications pour ça, quoi. Et c'est des indications très sérieuses. Des indications physiques. Tout à fait, oui.
bien sûr. Je regrette d'ailleurs qu'on n'ait pas des astrophysiciens ici ou des personnes. Oui, Catherine, peut-être. Oui, voilà. Je sais que c'était mieux ne pas prendre trop de temps pour ça parce que ça nous sort du sujet d'aujourd'hui. Mais donc, l'histoire d'un univers en expansion, part de données observationnelles. Une fois qu'on voit que l'univers est en expansion, on peut se demander, est-ce que cette expansion a toujours duré ou est-ce que c'est, disons, avec un univers qui continuerait tout le temps à faire de la matière, ou est-ce que tout ça est parti d'un temps originel? Alors on a développé des théories, effectivement, dans un sens et dans l'autre. Toutes ces théories peuvent faire des prédictions sur énormément d'aspects très détaillés de à quoi peut ressembler l'univers aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on a tout un ensemble de prédictions de ces théories qui sont confirmées par des observations extrêmement diversifiées. Alors évidemment, vous savez très bien qu'en science, on ne peut jamais dire on détient la vérité absolue et on sera pour toujours, mais on peut dire qu'aujourd'hui, on a énormément de données qui concordent pour dire effectivement que l'univers a 13,7, 13,8 milliards d'années et que la théorie du Big Bang est celle qui marche, sachant que on se pose des questions plus particulières sur des temps extrêmement courts, tout à fait au début. Mais sinon, on arrive, je dirais, à partir de des temps inférieurs à une seconde, à décrire énormément d'étapes de l'évolution de l'univers qui concordent avec des observations extrêmement diverses. Merci beaucoup. Catherine, une question, peut-être? Simplement pour... Sur le micro. Appuyez sur le petit bouton, là. Voilà. François Boitel, géologue, paléontologue. Pour répondre un petit peu à ce que vous disiez, Avicenne dit clairement création veut dire contingence. Donc évidemment, nous sommes en plein problème philosophique théologique, mais aussi c'est une position tout à fait claire à ce moment-là par rapport à votre discours. Je ne sais pas si je peux me faire comprendre vraiment, mais enfin, j'ai fait aussi de la philosophie des sciences. Mais enfin, on ne va pas développer, c'est un peu pour dire que dans la tradition de la pensée en islam, comme disait Corbin, il y a une détermination absolument très importante que d'ailleurs va utiliser saint Thomas d'Aquin et Albert le Grand. Création veut dire contingence. À ce moment-là, toute l'évolution est permise. Oui, sauf que la position d'Avicenne est... Alors, ce qu'il a écrit sur les fossiles est très intéressant, mais ces véritables notions cosmologiques, c'est la théorie émanatiste néoplatonicienne. Hein, donc, oui. Enfin, l'idée que défend Avicenne n'est certainement pas celle d'une création, et encore moins d'une création ex nihilo.